Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de l'IFACI. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au risque de fraude dans les missions d'audit. Pour vous parler de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-François Caron, qui est président de Format Conseil, consultant et formateur indépendant et formateur pour l'IFACI également, et qui est également certifié CIA et CRMA. Bonjour Jean-François. Bonjour Benoît, bonjour à toutes et à tous. Voilà, eh bien écoute, je te repose la question, pourquoi et comment intégrer le risque de fraude dans les missions d'audit? Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions directement en commentaire, elles nous sont remontées en direct. On y répondra au fil de l'eau et bien sûr, il y a un temps dédié également à la fin si vous souhaitez que l'on approfondisse une partie. Voilà Jean-François, je te laisse la parole. Merci Benoît pour cette excellente question. J'espère que la réponse le sera tout autant. Et je vais prendre un peu de temps pour y répondre. Donc voilà, je vais vous présenter un certain nombre de points qui me semblent essentiels, fondamentaux dans cette présentation. Donc comme le disait Benoît, effectivement, donc moi j'ai une expérience, comme l'on dit en audit, assez significative, un peu plus d'une vingtaine d'années aujourd'hui, voire 25 ans peut-être même, en audit externe et interne. Et c'est vrai que la question de la fraude, finalement, revient de façon récurrente. Donc il nous a semblé pertinent de pouvoir échanger sur ce sujet. Donc pourquoi et comment intégrer le risque de fraude dans les missions d'audit? Alors, je vais commencer par quelques éléments fondamentaux, de façon à contextualiser le sujet sur le risque de fraude, notamment à savoir ce que représente la fraude. Bon, on en a tous, je dirais, une idée, ne serait-ce que lorsque certaines affaires médiatisées bousculent un petit peu le landerneau économique, en l'occurrence. Mais il est important, je pense, de bien s'arrêter premièrement sur ce qu'est exactement la fraude, notamment pour ne pas commettre, si je puis dire, d'impair dans le cadre d'une mission d'audit sur le sujet. Donc, alors vous avez une définition qui est donnée par les normes internationales d'audit, les normes qui sont émises par l'IA, donc l'Institut international d'audit, et dont l'IFACI est le représentant français. Donc, on a une définition qui est importante, elle met en évidence des aspects essentiels, c'est-à-dire que la fraude se caractérise premièrement par un acte intentionnel. Donc, c'est ce qui la différencie, en l'occurrence de l'erreur, et également de la faute, sur laquelle je reviendrai, mais ça c'est le point essentiel, la fraude est un acte intentionnel. Autrement dit, quand une personne fraude, elle en a tout à fait conscience, d'accord? Et non pas à l'insu de son plein gré, comme diraient certains. Donc elle a tout à fait conscience d'accomplir un acte frauduleux. Ensuite, c'est de savoir comment. Donc en l'occurrence, ce que nous dit l'IA sur le sujet, c'est que la fraude consiste donc à dissimuler, à tromper. Donc c'est pas un acte de violence physique, par exemple. Ça peut, dans certaines situations, être un acte, je dirais, de violence psychologique. Ça, c'est vrai. Pour certaines fraudes, par exemple, il n'y a pas de violence physique. Donc une dissimulation, une tromperie, et ceci dans un but bien précis. En l'occurrence, bien souvent, c'est pour tirer un avantage personnel, soit directement ou soit indirectement. Directement, c'est-à-dire en profiter pour soi, ou indirectement en faire profiter. On peut aussi avoir des cas de figure où, en l'occurrence, c'est même l'organisation qui pourrait en quelque sorte tirer profit de l'acte frauduleux. Alors ça peut paraître un peu paradoxal, et j'aurai l'occasion d'y revenir, mais quelle que soit, je dirais, la finalité, une fraude reste une fraude, donc elle est tout aussi condamnable, que ce soit donc pour un intérêt direct ou indirect, voire même pour, en quelque sorte, favoriser l'organisation. Donc ça, c'est le premier point essentiel. Donc, la fraude est intentionnelle, l'erreur ne l'est pas, et il y a lieu également de distinguer la faute professionnelle. Alors, on pourrait dire que la fraude, bien évidemment, est une faute professionnelle, faute morale même,
Par contre, toutes les fautes ne sont pas des fraudes. Donc la fraude professionnelle va plutôt renvoyer, si vous voulez, une espèce de négligence au travail, par exemple. Le fait donc, encore une fois, imaginons, de commettre régulièrement des erreurs et finalement ne pas en tirer, une expérience, une espèce de nonchalance. Bon, donc ça, c'est ce qui va caractériser la faute professionnelle. Donc là aussi, à bien distinguer entre l'erreur, la faute et la fraude. Ensuite, le deuxième point, c'est que le risque de fraude, on peut considérer qu'il est universel. D'accord? Je dirais que quelle que soit l'activité, de l'organisation, quelle que soit sa taille, quel que soit son secteur donc, géographique, d'accord? Quelle que soit son organisation, il existe toujours un risque de fraude. Voilà, le risque de fraude est inhérent à toutes les activités humaines, hein, si on peut résumer ainsi, sur un plan économique et financier. Donc c'est un risque qui est, universel. Par contre, le degré de risque, le niveau de risque, les facteurs de risque sont différents d'une organisation à une autre. Elles le sont de par les activités. Je dirais que certaines activités, potentiellement, sont plus exposées au risque de fraude que d'autres activités. Et puis elles le sont aussi en fonction donc, de la manière, dont, l'entité s'organise, bien sûr pour gérer le risque de fraude. Hein, l'implication des dirigeants, j'en reparlerai, les moyens qui sont donc, alloués pour, détecter et traiter la fraude. Donc le risque de fraude ou plutôt son degré, même si, la fraude en tant que telle est universelle, son degré donc, varie, d'une entité à une autre. Et puis troisième point, important me semble-t-il, c'est, quels sont les impacts en cas de fraude avérée? Alors on pense, habituellement et à raison, au premier impact, c'est-à-dire un impact financier. Une fraude qui va se traduire, par exemple, par une perte financière. Une fraude qui va se traduire éventuellement donc, par, comment dirais-je? Une incidence financière qui soit défavorable pour l'organisation, donc ça peut être une baisse d'activité, par exemple, une baisse de chiffre d'affaires, imaginons. Donc l'impact financier, bien souvent, est prépondérant, d'accord, en termes de fraude, mais vous avez des impacts qui ne sont pas directement financiers. On a, par exemple, comme impact, je dirais, la réputation ou l'image de l'entité qui, peut être, écornée, hein, je dirais, par rapport à des cas de fraude, surtout lorsque ceux-ci sont médiatisés. On a connu par le passé des cas assez, marquants en termes de fraude. On peut en parler ouvertement puisque c'est public. Donc je n'ai pas de souci à en parler, notamment la fraude, l'une des plus importantes fraudes qui ait pu exister, si ce n'est la plus importante, c'est, la fraude qui a impacté la Société Générale. Hein, puisque cette fraude a, ou s'est traduit, financièrement par une perte brute de presque 5 milliards d'euros. Donc on peut considérer que c'est quand même assez significatif. Fraude qui a aussi fait, couler, beaucoup d'encre sur le sujet. Bon, je ne reviendrai pas sur ces aspects. Donc voilà, ce sont des, événements donc, forcément donc assez emblématiques qui peuvent, altérer encore une fois, la réputation et l'image donc, d'une organisation qui, finalement pourra avoir des impacts financiers à terme. D'accord? Si l'image est écornée, eh bien ça peut, générer pourquoi pas donc, une baisse d'activité du fait d'une défiance, de la clientèle par exemple. Si on a une entité par exemple qui se finance sur les marchés, donc il est certain que subissant un cas de fraude, significatif, les conditions de financement de l'entité sur les marchés pourront être donc plus drastiques, plus coûteuses en l'occurrence. Donc voilà, ça c'est un impact fort, important. On a aussi, des impacts, je dirais en interne par exemple, hein, un impact social, au niveau des collaborateurs, des collaboratrices. Ainsi, on se trouve dans une entité qui, régulièrement ou en tout cas, en cas de fraude donc, assez conséquente donc, eh bien ça peut créer voilà, un climat social qui se détériore par rapport donc à des cas de fraude. Donc, pourquoi pas, du turnover par exemple,
ou pire dans certaines situations, si des cas de fraude donc sont avérés et qu'ils ne sont pas ou peu traités, imaginons, avec de faibles sanctions, ça pourrait créer aussi un sentiment d'impunité. Donc là aussi, hein, à prendre garde, si vous voulez, sur les impacts en cas donc de fraude avérée. Juste pour compléter, peut-être, mon propos pour, situer donc, ce que peut représenter la fraude. Sur, le sujet, alors, il existe une association, je dirais internationale, professionnelle, l'association, l'ACFE, hein, c'est une association donc internationale qui, regroupe ceux qui y adhèrent, c'est-à-dire ceux qui détiennent notamment le CFE, donc un certificat sur le sujet de la fraude. Et cette association, ce qui est intéressant, c'est qu'elle publie régulièrement donc des données, donc des études sur un certain nombre de cas de fraude, donc un volume assez conséquent, et en plus sur, je dirais, une étendue géographique très importante. Donc ce qui est dit dernièrement, donc les derniers chiffres qui ont été produits par cette association, quelques données intéressantes, je pense, à avoir en tête. Il est dit que la perte médiane liée en cas de fraude s'élève à peu près à 140 000 $. Alors c'est une perte médiane, hein, c'est le niveau qui divise en deux le nombre de fraudes. Donc 50% des fraudes représentent un impact inférieur à 140 000 $ et 50% des fraudes représentent donc un impact financier supérieur à 140 000 $. Il est intéressant de raisonner en valeur médiane à propos de la fraude. Pourquoi? Parce que si on fait face à un cas de fraude très, très, très élevé et si on se base uniquement sur la moyenne, bien évidemment qu'une seule fraude peut avoir donc un impact très significatif sur la moyenne et on pourrait considérer que le risque financier en l'occurrence donc est très, très, très élevé alors que finalement c'est concentré sur un cas de figure. Hein, donc moi je conseille assez souvent sur le sujet et notamment en termes de gestion du risque de fraude, de s'appuyer plus sur la perte médiane qui est finalement l'impact financier typique qu'on peut rencontrer. Et là, l'association, hein, je le répète, nous dit que le cas typique ou les cas typiques impactent à hauteur de 140 000 $ en moyenne. Ensuite, ce qui est dit par rapport à cela, sur ces données, me semble-t-il très intéressantes, c'est que les fraudes typiques, généralement donc sont détectés en moyenne 12 mois après que l'acte frauduleux ait été commis. Donc ça, c'est une donnée quand même assez intéressante, parce que 12 mois, ça peut sembler long, et ça peut l'être, hein, surtout si la fraude est automatisée notamment au travers de certains outils en matière d'intelligence artificielle, pourquoi pas. Donc, ça implique derrière, et notamment nous en tant qu'auditeurs, de s'intéresser particulièrement aux dispositifs pour une organisation qui permettent de détecter des signaux nous impliquant comment dirais-je, à envisager des situations de fraude pour traiter et détecter, si c'est le cas, donc au plus vite, des situations frauduleuses. Autre donnée intéressante, plus de 40% des fraudes qui sont détectées, finalement, le sont grâce à un signalement. Donc grâce à un signalement, parce que c'est vrai que sur la fraude, on se pose toujours la question, quels outils je peux disposer, voilà, quel contrôle puis-je mettre en place pour, encore une fois, capter des signaux et réagir le plus rapidement possible. Mais finalement, 40% sont liés à un signalement. Ce qui suppose que sur le sujet, le fait que l'on ait des actions de sensibilisation fortes au sein de l'organisation, notamment pour signaler des soupçons ou des fraudes avérées, représente un véritable dispositif de maîtrise du risque de fraude. Donc là aussi, je pense que c'est un enseignement que nous donne cette association à retenir, hein, notamment dans le cadre des missions d'audit. Autre information, et j'en resterai là par rapport à ce qui est précisé par la CFE, donc, c'est le fait que dans plus de 30% des cas, la fraude a pu être commise à défaut
de dispositifs de contrôle interne. Donc là, cette information, elle est aussi intéressante parce que pour la fraude, pour l'audit du risque de fraude, comme pour les autres sujets, nous, ce qui va nous importer donc, en tant qu'auditeur, c'est de pouvoir donc, identifier, quelles peuvent être les causes qui, finalement, ont permis que la fraude donc soit effective. Donc à peu près un tiers donc des cas de figure, je le répète, sont liés donc à une insuffisance des dispositifs de contrôle interne. Alors voilà, pour les, quelques éléments fondamentaux. Alors, si, nous entrons dans le vif du sujet, c'est-à-dire la première question, ou la première partie de la question que nous a posée, Benoît en l'occurrence, c'est pourquoi intégrer, le risque de fraude dans les missions d'audit? Voilà, sujet, pourquoi nous, auditeurs, je le répète, devons, je dis bien devons, intégrer le risque de fraude dans les missions d'audit? Bah, premièrement, parce qu'il y a des obligations normatives sur le sujet. Donc en l'occurrence, la norme 13.2 de l'IA, donc cette norme qui est incluse dans le référentiel de normes internationales donc pour l'audit. Eh bien cette norme donc qui porte sur l'évaluation des risques dans le cadre de la mission, autrement dit, cette norme nous dit que pour auditer, eh bien, nous avons besoin de procéder à une évaluation des risques pour toute mission. Eh bien, dans cette évaluation, pour évaluer les risques, il est impératif de comprendre quelles sont les activités. Le risque est toujours inhérent à quelque chose. Hein, le risque, j'aurais tendance à dire, ne tombe pas du ciel. Donc, il est toujours inhérent. Le risque, il est inhérent à une activité, il est inhérent à une organisation, il est inhérent à un process, il est inhérent à un système d'information, il est inhérent aussi aux personnes, hein, disons-le. Eh bien, il faut comprendre les activités pour évaluer les risques, dont le risque de fraude. Donc, la norme ne parle pas tant, si vous voulez, des différents types de risques, ils sont nombreux, mais ça, c'est une particularité, elle cible le risque de fraude. Elle ne cible pas les autres risques, même si, bien évidemment, c'est inclus dans la démarche. Hein, donc, il faut évaluer, je le répète, les risques inhérents donc, aux activités, aux process, etc., mais elle vient nommément identifier le risque de fraude. Ensuite, cette même norme nous dit qu'il y a lieu donc d'évaluer, d'identifier quels sont les risques significatifs, une fois de plus, dont le risque de fraude. Et puis, troisième point normatif, je dirais, c'est notamment sur les points relationnels donc, entre les auditeurs et les audités. La norme nous dit qu'il y a lieu, pour nous auditeurs donc, de collaborer avec les directions auditées. Et ça, c'est un point essentiel, c'est notamment pour comprendre les objectifs. Là aussi, hein, les risques sont inhérents, alors j'ai dit aux activités, aux processus, etc. Mais ces risques s'inscrivent, si vous voulez, dans un contexte particulier. Et ce contexte particulier, il est fonction de quoi? Il est fonction des objectifs. Ce qui est de nature aussi à impacter le risque de fraude. Selon les objectifs, les niveaux d'objectifs qui sont fixés, ça peut représenter, alors je dis à chaque fois ça peut, attention, c'est une possibilité, hein, n'allons pas conclure trop vite, mais si nous avons par exemple des objectifs que l'on pourrait considérer, à juste titre, irréalistes, ça peut arriver, eh bien c'est ce qui peut expliquer en quelque sorte un passage à l'acte. Hein, mais je répète, hein, n'allons pas conclure que parce qu'on fixe des objectifs irréalistes, forcément, eh bien, on devra faire face à des cas de fraude, bien évidemment que non. Hein, mais c'est, je dirais, le fait que l'environnement ne serait pas favorable, si vous voulez, pour réduire le risque de fraude à ce que des objectifs par trop irréalistes donc soient fixés. Je rebondis justement sur ce que je viens de dire, peut-être une précision que j'aurais pu inclure également dans les fondamentaux. Il y a, alors sur un point conceptuel, mais pas seulement conceptuel, ce qu'on appelle le triangle de la fraude. Le triangle de la fraude, si vous voulez, c'est l'intérêt, c'est de se dire pourquoi il y a passage à l'acte. Pourquoi fraude-t-on? Et je pense que nous, auditeurs, il faut qu'on ait en considération, hein, si vous voulez, cet aspect-là. Et alors pourquoi le triangle? C'est parce qu'on identifie, si vous voulez, alors je dirais trois raisons, mais trois raisons qui se combinent. Trois raisons qui se combinent. La première raison, c'est en l'occurrence justement la pression. Ça peut être des pressions personnelles, des pressions professionnelles. Donc
ça rejoint, si vous voulez, ce que je viens de vous dire à l'instant, c'est-à-dire que si j'ai des objectifs qui sont irréalistes et que, dans le même temps, je n'ai pas de moyens pour les atteindre, bah, ça représente un environnement pressant. Un environnement pressant qui, dans ce triangle de la fraude, donc, peut être un élément d'explication, mais à cela, la pression, on l'associe à l'opportunité, hein, c'est-à-dire que pour frauder, bah, encore faut-il le pouvoir, hein, en l'occurrence. Donc, les opportunités, lesquelles sont-elles? Eh bien, je disais tout à l'heure que, selon donc la CFE, à peu près un tiers donc des cas de figure ou des cas de fraude sont liés à une absence de contrôle interne. Donc, l'absence de contrôle interne représente effectivement un facteur d'opportunité pour celles et ceux qui auraient des intentions frauduleuses. Le cumul de fonctions, par exemple. D'accord ? La complexité des opérations, par exemple. Le défaut de traçabilité des transactions, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième axe de ce fameux triangle de la fraude. Et le troisième qui peut expliquer finalement pourquoi une personne va passer à l'acte, mais passer à l'acte de façon durable. Alors moi, j'ai tendance à dire qu'en termes de fraude, on peut avoir deux cas de figure, bon, sans caricaturer. Je dirais soit on fraude, mais on fraude très très gros, c'est-à-dire sur un plan financier. Et là, dans ce cas-là, il n'y a qu'une solution pour le fraudeur, c'est de partir, en l'occurrence, hein, de s'échapper. On a eu un cas de figure, bon là aussi c'est public, hein, j'ai pas de souci à le dire dans ce webinaire. On a eu un cas de figure dans la région où je me situe, hein, c'est-à-dire dans les Hauts-de-France, une société qui s'appelle Kiabi et qui a fait l'objet donc d'un détournement de 100 millions d'euros à peu près. Bon, donc la personne qui a agi, si vous voulez, n'est pas restée chez Kiabi, on comprend bien. Donc elle est partie, très loin. Et puis le deuxième cas de figure, c'est que vous avez parfois des opérations frauduleuses qui durent dans le temps. Je dirais presque de façon récurrente et fréquente. Alors là, ce sont généralement unitairement des montants qui, je dirais, restent, si on peut dire, raisonnables. Mais le sujet, c'est comment est-il possible qu'une opération frauduleuse puisse, comme cela, se maintenir dans le temps. Voilà. Alors, première réponse à laquelle on peut donner, c'est quels sont les dispositifs de détection ? Là, en l'occurrence, on peut se poser donc la question que sur le fait qu'il n'y ait pas de dispositif suffisant ou de dispositif du tout en termes de détection donc des opérations frauduleuses. Mais il y a aussi, si on se place du point de vue de la personne qui fraude, c'est de se dire comment la personne, comme ça, s'inscrit durablement. Eh bien, c'est le troisième pilier, si vous voulez, du triangle de la fraude, ce qu'on appelle la rationalisation. Alors, ça renvoie, c'est vrai, à quelques ressorts, je dirais, psychologiques, mais finalement, le sujet est le suivant, c'est que certaines personnes vont frauder en sachant pertinemment qu'elles le font, puisqu'une fois de plus, je le dis, c'est intentionnel. Ça peut poser certaines considérations morales, éthiques, bien évidemment, quelques scrupules. Mais avec le temps, finalement, eh bien, on se convainc soi-même, en fin de compte, on s'écrit un récit pour justifier ses agissements. Jusqu'à considérer que c'est tout à fait normal, finalement, de procéder de la sorte. Voilà. Donc ça aussi, je pense que nous, les auditeurs, on doit également avoir ces éléments en tête. Hein, ce triangle n'est pas simplement théorique, c'est pas simplement conceptuel. On peut aussi s'appuyer sur ces trois axes-là dans le cadre d'une mission pour poser certaines questions, pour voir si, en quelque sorte, les trois conditions seraient réunies. Avec la précaution, une fois de plus, de ne pas considérer que parce que les trois conditions sont réunies, hein, forcément, on est face à un cas de fraude. Donc voilà sur ces premières obligations normatives, hein, je répète. Alors, on a aussi, et l'intérêt, je dirais, d'auditer la maîtrise des risques de fraude, ce que nous dit notamment le COSO. Hein, la fraude, et je le disais donc dans mon introduction, alors c'est une fraude, le risque de fraude, pardon, est universel et il est aussi transversal. Hein, c'est-à-dire que la fraude peut concerner toutes les activités et surtout, elle peut impliquer plusieurs activités. Hein, l'aspect transversal. La fraude n'est pas forcément localisée, si je puis dire, à un endroit très précis, au niveau de l'organisation ou au niveau d'un processus, par exemple. D'où sa dimension transverse. Donc ça aussi, il faut l'avoir en tête.
Et puis, comme tout risque, je dirais, lorsqu'il est avéré qu'il n'est pas maîtrisé, eh bien ça impacte la stratégie et la performance de l'organisation. La performance, notamment sur un plan financier, hein. Faire face à une fraude d'ampleur, donc sur un plan financier, bien évidemment, ça va impacter, à la baisse les résultats, par exemple, tout simplement, ou pourquoi pas, je dirais, réduire, la solvabilité, et pire, la liquidité, imaginons d'une organisation. Ça pourrait même la mettre en péril, hein, ça pourrait mettre en péril, une entité, donc c'est quand même un sujet d'ampleur. Et puis par rapport aux autres impacts qui dépassent, je dirais le prisme financier, eh bien on voit que ça va impacter l'organisation. Alors notamment, je dirais par rapport aux critères ESG ou tout ce qui renvoie à la responsabilité sociale, sociétale des entreprises, la prévention du risque de fraude est aussi, à mon sens, un élément à prendre en considération. D'accord? Donc voilà, pour les raisons, essentielles, donc le COSO en l'occurrence. Une précision aussi, c'est qu'il y a lieu de bien différencier et ne pas confondre l'audit de la maîtrise du risque de fraude et les enquêtes. Ça, c'est important. C'est-à-dire que quand on vient auditer la maîtrise du risque de fraude, finalement, que fait-on? On vient évaluer les dispositifs qui concourent, encore une fois, à réduire le risque de fraude. Il y a plusieurs angles d'attaque sur le sujet. Premièrement, la question de la conformité. Parce que nombre d'entités sont sujettes à des obligations réglementaires qui concernent le risque de fraude. Je pense notamment à la lutte anticorruption, par exemple. Je pense notamment au trafic d'influence, au conflit d'intérêts. Donc la loi nous oblige aussi à mettre en place des dispositifs de maîtrise du risque de fraude. Ça, c'est un premier point. Donc il faut absolument qu'on l'aborde sous cet angle-là. Donc les auditeurs vont évaluer les dispositifs qui existent au sein de l'organisation, qui concourent à s'assurer que leur organisation donc respecte ses obligations professionnelles. Il me semble que c'est un point essentiel que de respecter ces points essentiels. Ensuite, deuxièmement, on vient évaluer les dispositifs de maîtrise du risque de fraude sur les processus, les systèmes d'information, comme j'ai pu l'évoquer auparavant. On vient aussi, je dirais, évaluer les process qui existent pour détecter des situations de fraude, par exemple. On peut aller jusqu'à évaluer les process sur le traitement des fraudes, ce qui est beaucoup plus rare sur le sujet, hein, disons-le. Donc on se concentre généralement beaucoup plus sur les processus de détection. On peut aussi auditer la qualité des données, toute la qualité des données utilisées justement pour prévenir les fraudes, hein, au travers des indicateurs, au travers, si vous voulez, ce qu'on appelle les red flags notamment, j'en parlerai tout à l'heure, hein, les signaux d'alerte. Et puis dernier point qui est quand même essentiel, c'est d'aller auditer les processus de gouvernance, c'est-à-dire la façon dont la gouvernance est impliquée, si vous voulez, sur le suivi des dispositifs de maîtrise du risque de fraude. Quand je parle de gouvernance, j'entends la direction générale, bien évidemment, mais j'entends aussi et surtout le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, au travers du comité d'audit ou des risques, où il est très très important que ces instances soient particulièrement impliquées sur la question donc du risque de fraude. Dernier point encore sur le pourquoi. Donc, j'espère vous avoir convaincu pour l'instant sur la nécessité, hein, d'intégrer le risque de fraude dans les missions d'audit. Sinon, je recommencerai, mais bon. Mais un autre point qui est quand même très très important, c'est notamment sur la reconnaissance professionnelle des auditeurs. Et là, ici, en particulier, les auditeurs juniors. Donc, sachez que la maîtrise du risque de fraude, c'est une thématique importante. C'est pas la seule, hein, mais une thématique assez centrale dans le parcours donc de certification, hein, ce qu'on appelle l'IAP, d'accord, qui permet cette certification qui permet de valoriser les connaissances et l'aptitude professionnelle donc pour les auditeurs juniors. Alors vous avez, vous le voyez sur le support un lien qui est inscrit. Donc si vous cliquez directement sur ce lien, vous avez toutes les explications, hein, au cas où vous souhaitez tenter votre chance
je vous le conseille concernant l'IAP. Mais il faudra travailler sur le risque de fraude, vous l'avez bien compris. Je compléterai juste, Jean-François, en disant que cette IAP constitue la première partie du CIA. Voilà, donc c'est aussi une bonne occasion, si vous voulez vous engager dans la certification CIA, eh bien, l'obtention de cette certification IAP, c'est la première étape, la première des 3 parties. Dès l'obtention de la première partie, vous avez une certification pour les auditeurs internes juniors. Effectivement, la maîtrise du risque de fraude est l'une des 4 composantes, si je ne me trompe pas, de cette IAP, avec l'éthique, le professionnalisme, avec les normes, et j'ai mangé l'autre partie, mais via le lien, vous avez toutes les informations. Donc c'est la dernière, effectivement, bonne raison de se demander pourquoi l'intégrer. Et donc maintenant, comment on va intégrer le risque de fraude dans les missions d'audit? Encore une bonne question, Benoît, merci de me la poser. Donc c'est vrai qu'après avoir vu le pourquoi, maintenant le comment, sur le fait d'intégrer donc le risque de fraude dans les missions d'audit. Alors, il y a une question, je dirais, qui renvoie à la stratégie d'audit. Comment positionne-t-on finalement ce sujet donc au niveau de nos interventions? Alors, je dirais 2 possibilités, et peut-être même 3. Première possibilité, on peut décider de réaliser une mission d'évaluation, alors des dispositifs généraux de maîtrise du risque de fraude. Donc notamment voir les aspects de gouvernance, voir les aspects sur la sensibilisation donc des collaborateurs par exemple, sur le reporting qui est fait aux dirigeants sur le sujet, sur les outils globalement, je dis bien globalement, d'accord, de prévention, sur la sécurité informatique aussi. D'accord, donc une mission qui est plutôt donc sur un cadre assez général. Ce qu'on peut faire, par exemple, quand nous sommes auditeurs groupe et que nous intervenons donc dans les filiales, par exemple, dans les entités, les auditeurs centraux, comme on les appelle, eh bien, vont intervenir voilà, sur cette thématique, mais de façon générale. Deuxième possibilité, c'est cette fois-ci d'intégrer, alors, dans chaque mission, c'est pas forcément le cas. Certaines missions, c'est vrai, ne vont pas s'y prêter. Mais dans nombre de missions qui vont concerner des activités et des process en particulier, eh bien, on peut intégrer une thématique dans le programme de travail qui sera destinée à la prévention du risque de fraude. Imaginons, je réalise une mission sur les achats. Ma mission, l'intitulé de la mission, c'est évaluer les dispositifs de maîtrise des risques inhérents aux achats. Donc sur les achats, on a nombre de risques, bien sûr. On a des risques volontairement pris. On va sélectionner des fournisseurs. Pourquoi lui et pas un autre, par exemple? Donc on s'engage, on prend un risque. On va acheter telle quantité. Pourquoi telle quantité et pas plus ou moins? On prend un risque volontairement. On se retrouve également exposé à des risques inhérents aux achats, des risques opérationnels, des risques d'erreur, par exemple, des risques extérieurs. Si on achète sur des marchés internationaux, on le voit un petit peu en ce moment quand les marchés sont un peu chahutés, eh bien ça implique et ça peut impacter défavorablement l'entité. Et bien évidemment, je prends volontairement les achats. Alors, l'exemple n'est pas anodin, je dirais, puisque les achats font partie des fonctions les plus exposées, je pense, concernant le risque de fraude. Eh bien, dans une mission achat, on va intégrer une thématique qui portera sur le risque de fraude et qui va compléter les autres thématiques. Donc, soit une mission générale, soit finalement intégrer la problématique du risque de fraude dans chaque mission, ou en tout cas dans les missions concernées. L'objectif étant, si vous voulez, en procédant donc de la deuxième façon, à ce que sur le plan pluriannuel d'audit, qui, imaginons, est sur 3 ou 4 ans, nous ayons passé en revue, si vous voulez, toutes les activités sous l'angle du risque de fraude. Et la troisième solution que je conseille un peu, je prends peut-être pas trop de risques finalement en disant cela, eh bien on fait les deux. On fait les deux. C'est-à-dire qu'on procède à une mission générale, et ça j'ai tendance à le conseiller, si vous voulez, au début du plan pluriannuel d'audit. Et puis ensuite, eh bien on va affiner. Tout simplement, on dispose d'une vision peut-être macro, au départ, donc en ayant une mission, donc encore une fois avec une portée assez générale, et ensuite on a la possibilité d'aller dans le détail. Je préfère, après c'est un choix, ce que je vous dis là, c'est il n'y a rien de scientifique, c'est simplement un retour d'expérience. Il me semble plus intéressant de partir du macro pour aller vers le micro, mais attention, ensuite il faut savoir faire le chemin inverse.
hein, donc revenir vers le macro, ce qui est pas toujours simple. Eh bien, sur la fraude, on peut procéder de la même façon. En tout cas, c'est ce que je peux préconiser. Alors, une fois qu'on a décidé de la stratégie d'audit, c'est, de savoir alors concrètement pardon, dans le cadre d'une mission d'audit, comment intègre-t-on sur un plan technique, je dirais cette fois-ci, cet aspect qui relève du risque de fraude? Alors sur chaque mission d'audit, nous avons 3 phases: préparation, réalisation et communication. La préparation, l'objectif de cette phase, c'est, d'établir un programme de travail. D'accord? Ce programme de travail, ce qui est au centre, ce qui est fondamental pour ce programme de travail, c'est ce qu'on appelle le RCI, le référentiel de contrôle interne. Eh bien, ça implique que les auditeurs donc identifient les facteurs de risque de fraude. Alors je dis bien les facteurs de risque de fraude. Le risque de fraude, j'ai tenté de vous l'expliquer précédemment, j'espère y avoir réussi. Mais le sujet, si vous voulez, c'est d'identifier quels sont les facteurs. D'accord? Quand on dit maîtriser les risques, finalement, c'est peut-être un peu un raccourci. On maîtrise surtout les facteurs, hein, on maîtrise surtout les causes potentielles qui impliqueraient que le risque soit avéré. Donc, identifier quels sont ces facteurs. Et ensuite, les auditeurs doivent s'interroger sur les dispositifs qui, selon eux, permettraient donc de maîtriser ces facteurs. Et ensuite, sur cette base-là, donc ce qui constitue le RCI, eh bien, on peut engager la phase de réalisation qui, au travers de tests d'audit, va permettre finalement de comparer ce RCI, hein, qui est le référentiel d'audit, si vous voulez, donc de comparer ce référentiel avec le réel. Hein, ça, c'est vraiment la démarche d'audit classique. Eh bien, elle s'applique aussi au risque de fraude, mais on se concentre, je le répète, sur les facteurs. Alors, notamment, je dirais, sur les contrôles, sur les types de contrôles qui peuvent exister. Alors, les contrôles préventifs qui visent à réduire la probabilité de survenance d'un acte frauduleux, premièrement, hein, je dirais entre guillemets d'empêcher, de réduire la probabilité. Et ensuite, vous avez les contrôles détectifs qui, là, ont pour enjeu, si vous voulez, de détecter au plus vite une situation frauduleuse de façon à en réduire l'impact. Hein, le cas de figure que je vous disais tout à l'heure, un acte frauduleux qui est commis pendant un certain temps, 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, sait-on jamais. Eh bien là, l'objectif de ces contrôles détectifs, finalement, c'est de jouer sur l'impact. Hein, le préventif sur la probabilité, le détectif sur l'impact. Bon. Et puis, aujourd'hui, nous avons de plus en plus des techniques data analytics, d'accord, qui permettent donc aux auditeurs, en plus de procéder par échantillonnage, de compléter leur démarche de façon à pouvoir cerner le sujet dans sa globalité, hein, de pouvoir donc finalement réaliser des tests en quelque sorte, mais sur la totalité des informations. Les red flags, hein, les red flags, ce sont des signaux, hein, des signaux d'alerte. Alors, quelques exemples peut-être des signaux assez classiques, hein, si vous voulez. Vous avez, par exemple, je parlais tout à l'heure du process achat, vous avez un signal notamment, c'est toute modification des coordonnées bancaires concernant les tiers, concernant les fournisseurs. Ce qui est tout à fait, justifié ou justifiable, attention. Et là, il faut qu'il y ait un contrôle pour s'assurer que des coordonnées bancaires concernant un fournisseur ou plusieurs fournisseurs, eh bien, n'ont pas été modifiées pour des raisons frauduleuses. Hein, autrement dit, je remplace les coordonnées bancaires du fournisseur par mes coordonnées bancaires ou les coordonnées bancaires de celui ou celle à qui je veux faire plaisir. Imaginons. Donc ça fait partie des red flags, par exemple. Les doubles montants, les suspens notamment. Hein, les suspens, bon, ça renvoie un peu à la comptabilité, les suspens techniques, hein, notamment l'antériorité des suspens, le passage en pertes et profits, par exemple, ça aussi. Hein, si on veut, je dirais, dissimuler définitivement ou enterrer totalement donc une trace comptable d'une fraude, eh bien, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser les pertes et profits. Voilà, comme ça, la trace disparaît. Donc ça, il faut y prêter garde. Et puis, vous avez la phase donc de communication. Donc la communication, bon, ça renvoie notamment au rapport d'audit, bien évidemment. Donc là, il faut conclure sur le degré de maîtrise, bien évidemment, notamment, je le répète, sur un plan préventif. Ça, c'est très important. D'autant plus, si vous voulez, que la prévention doit s'appliquer à partir du moment où nous sommes sur des zones de risque sensibles en termes de fraude. J'ai parlé tout à l'heure des achats, par exemple.
Dès lors que vous avez des fonctions qui sont en contact avec des tiers, par exemple, d'accord, des acheteurs, se pose la question, si vous voulez, du conflit d'intérêts, je l'ai dit, se pose la question, notamment alors du trafic d'influence, par exemple, hein, si on est, en contact avec des entités, publiques, détournement en termes de marché public, par exemple. Donc, des questions se posent par rapport à cela, la corruption, hein, bien évidemment. Ça s'applique aux acheteurs, ça peut s'appliquer aux vendeurs, finalement, ça peut s'appliquer ce qu'on appelle le front office, bien souvent, c'est-à-dire les collaborateurs en relation directe avec des tiers. Donc ça, c'est important. Et bien là, me semble-t-il, les mesures préventives doivent être fortes. Sur d'autres fonctions, on pourrait considérer, bon, avec toutes les précautions d'usage là aussi, qu'on peut être moins préventif, si je puis dire, mais bien évidemment être, très attentif sur un plan détectif. Alors, sur un plan détectif et surtout être réactif, hein, parce que parfois vous avez des systèmes détectifs qui fonctionnent et il n'y a pas de réaction. Donc ça aussi, hein, ça aussi c'est un point important. Bon, donc ça c'est la communication classique, je dirais, du rapport d'audit, comme on peut le trouver donc dans d'autres missions. Et puis une chose très importante aussi, à propos de la fraude, c'est que, donc là aussi sur un plan normatif, le sujet est simple, l'audit interne a un devoir, je dis bien un devoir et non pas un droit, l'audit interne a un devoir d'alerte. Un devoir d'alerte si les auditeurs, donc, ou l'audit, constatent un cas de fraude avéré ou un soupçon de fraude, je dirais, assez conséquent, assez significatif, hein, disons-le. Et à partir du moment donc, où la direction générale ne met pas en place ce qui devrait être mis en place, l'audit interne doit alerter le conseil. Et je répète, c'est bien un devoir d'alerte et non pas un droit. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est pas toujours simple, c'est vrai, à exécuter, hein, puisque l'audit interne, généralement, est sous la responsabilité hiérarchique de la direction générale. Même si on a un lien fonctionnel avec le conseil, c'est pas toujours simple. Mais là, je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de s'exécuter, puisque si on ne le fait pas, eh bien, c'est une faute professionnelle. Là, on pourrait considérer que l'audit interne a commis une faute professionnelle. Donc, avec les conséquences que cela induit, hein, bien évidemment. Donc voilà, hein, pour l'intégration, je dirais donc du risque de fraude, hein, au niveau stratégique, encore une fois, puis au niveau des missions. Et puis, Benoît, tu voulais Oui, peut-être prendre la parole? oui, Oui. Jean-François, je vois on a des questions qui sont apparues, j'en profite, ça Oui. permet de prolonger, les échanges sur ce comment. On a Ayouba qui nous demande, qui nous interpelle sur quelles compétences, nouvelles, l'auditeur doit-il développer face aux fraudes sophistiquées? Alors, C'est une vaste question, oui, mais il c'est y a une certainement plusieurs angles, pour y bah, répondre. il y a plusieurs angles. Bon, déjà, s'entendre sur ce qu'est une fraude sophistiquée. Alors, je pense que c'est lié, notamment, sur un plan technologique et en particulier avec l'IA. Ça, c'est vrai que c'est un vrai sujet aujourd'hui, avec certains outils, d'IA, notamment ce qu'on appelle les deepfakes, d'accord? Se pose la question, là aussi, nous, dans notre démarche, alors les compétences, je dirais, de l'auditeur, hein, puisque c'est la question qui est posée, je pense qu'il faut être très, très curieux, déjà, à propos de l'IA. Alors, sur d'autres sujets d'audit, ça, c'est évident, mais il faut être très, très curieux en ce qui concerne l'intelligence artificielle, de voir, si vous voulez, comment évolue cette IA. Donc moi, une compétence clé, si vous voulez, par rapport à votre question, c'est la curiosité. Hein, je pense que la curiosité est une compétence à développer sur ce sujet-là, d'accord? Après, il faut développer nos connaissances, ça c'est vrai, notamment en termes de systèmes d'information. Alors, je ne dis pas que nous devons tous et toutes devenir des auditeurs IT, hein, comme on les désigne, mais il faut qu'on accroie nos compétences sur les sujets et voir quelles peuvent être les implications, bon, entre les systèmes, entre les outils, bien évidemment. Avoir aussi développé des compétences à propos de la gouvernance. Là aussi, hein, c'est-à-dire, l'implication de la gouvernance. Alors ça, c'est pas un nouveau sujet sur ce point-là, mais c'est un sujet, je pense, qui devient, encore une fois, vraiment prépondérant aujourd'hui, notamment sur le risque de fraude, notamment vis-à-vis, des, nouvelles technologies, si on peut les appeler ainsi, vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Eh bien, il faut que nous, les auditeurs, on soit, très au fait, si vous voulez, des règles, et des bonnes pratiques en ce qui concerne la gouvernance, les processus de gouvernance, notamment dans le cadre du risque de fraude.
Moi, je conseille souvent aussi, pour terminer, une compétence qui me tient un petit peu à cœur. Alors, est-ce que c'est une compétence nouvelle? Non, mais c'est quand même important, c'est notamment au niveau de la comptabilité. Je pense que si on maîtrise un peu, hein, je ne dis pas qu'il faut être expert comptable, ni même expert en comptabilité, mais avoir quelques bonnes bases comptables, eh bien, ça nous rend bien service en audit et pas simplement sur la fraude. Parce que vous savez, même si on utilise de l'IA, même si on utilise des outils très sophistiqués, le résultat est toujours le même, ça doit être traduit en comptabilité. Il y aura toujours une écriture comptable quelque part. Donc si vous savez aller vers ces écritures comptables, si vous savez les comprendre, bah après vous allez cheminer, hein, puisque nous en audit finalement on chemine beaucoup, hein. Eh bien vous allez savoir cheminer et puis bah voilà, il faudra renforcer certainement, encore une fois les compétences comme on le disait. Oui sur l'IA ça me paraît mais si je dis ça pour nos auditeurs, je pense qu'on peut le dire à la terre entière, hein, finalement, hein, ce que je suis en train de dire. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on soit très attentif parce que derrière, oui, 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 il sera peut-être bien plus aisé, je ne sais pas, mais de frauder avec l'IA, mais d'un autre côté, il sera peut-être aussi plus aisé de détecter la fraude avec l'IA. Donc est-ce qu'il y a une guerre qui va s'installer entre IA? Je ne sais pas, mais nous, il faut qu'on soit là pour pas être à côté. Autant de thématiques, hein, qu'on peut, bien sûr, que l'on traite, hein, à la fois dans notre offre de formation spécifique à l'IFACI et bien sûr dans nos échanges, nos webinaires, etc. On avait une deuxième question de Frédéric qui nous disait qu'il était absolument d'accord sur tout. Il nous demandait est-ce que la data analytics ne peut pas servir à mieux planifier durant la phase de préparation par la détection des red flags, Oui. la phase de réalisation. Donc, est-ce que la data analytics peut servir à mieux planifier, donc durant la phase de préparation, la phase de réalisation? Oui, 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 je suis d'accord avec Frédéric. C'est vrai que moi je l'ai présenté, bon, il fallait que je l'inclue à un moment donné, c'est vrai dans le support. Bon, je l'ai présenté, dans la phase de réalisation, mais je suis tout à fait d'accord avec Frédéric. Anticipons le plus possible effectivement, ce travail de data analytics. Moi, j'aurais tendance, effectivement à l'intégrer dès la préparation. Dès la préparation. Alors attention, je l'intègre à la préparation, mais je poursuis dans la phase de réalisation. C'est un élément de compréhension, d'accord? Donc c'est-à-dire que si on utilise la data analytics, il va bien falloir se poser la question, hein, des red flags, des critères de détection. Donc vous posant la question, forcément, ça vous oblige, encore une fois, à bien comprendre les activités, les processus, etc. etc. Donc oui, Frédéric, je ne peux qu'approuver, hein, ou en tout cas m'associer effectivement dans cette réflexion. Super, je ne vois pas d'autres questions. On a des commentaires, hein, qui nous disent que c'est très, très instructif. Et on a Mohamed qui nous dit également engager une mission d'évaluation. Donc, c'est vraiment une mission d'évaluation externe, peut-être. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Alors c'est vrai que j'en profite, Benoît, par rapport à cette remarque. Oui, vas-y. Pour compléter mon propos, j'ai parlé d'audit du risque de fraude donc au sein de l'organisation, mais attention, ainsi, alors pour certaines entités et dans certains secteurs, vous avez également des obligations vis-à-vis de certains prestataires. Des prestataires, ce qu'on appelle les prestataires critiques ou importants, hein, que l'on désignait ou qu'on désigne encore comme des prestataires essentiels. Donc nous, auditeurs, et même l'organisation, elle doit aussi s'assurer que son prestataire a mis en place des dispositifs de prévention, de détection du risque de fraude pour les activités qui nous concernent, hein, dans le cadre d'un contrat. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on fait un audit des prestataires, on s'assure bien notamment, je dis bien notamment, hein, il y a de nombreux sujets, hein, mais on s'assure bien que dans le cahier des charges, et notamment dans les process de sélection donc des prestataires, voire des commissions d'appel d'offres, si vous voulez, on s'assure bien que la thématique du risque de fraude est prise en compte. Ça, je vous le conseille également. Hein, ça aussi, hein, si vous faites une mission sur les prestataires, on n'y pense pas toujours. Assurez-vous que alors, la fraude, ça peut être dans la relation, vous comprenez, entre l'entité et le prestataire, c'est vrai. Mais c'est aussi le fait que le prestataire doit aussi, je répète, engager des actions de prévention, de détection du risque de fraude. Alors. Super. Ouais, Vas-y, tu peux. Bon, je vais terminer sur les ressources proposées par l'IFACI, donc des formations. Donc, s'initier au risque de fraude, auditer la maîtrise du risque de fraude. Alors, mener des entretiens de fraude, ça aussi, c'est vrai que c'est important. Il y a l'aspect relationnel qui est très fort. Et c'est vrai que quand on est sur des soupçons de fraude, disons-le,
la charge émotionnelle, je dirais, peut être plus forte. Donc il faut aussi savoir la gérer. Et qui plus est, quand, les auditeurs mènent des missions d'enquête. Bon, j'ai cité la différence tout à l'heure, je ne suis pas allé plus loin, mais si on a des enquêtes à mener, on passe dans une autre configuration. On sort de l'audit, hein, j'ai tendance à dire cela, on sort de l'audit, sur cette dimension-là. Donc ça, c'est vrai que les entretiens, c'est quand même, je dirais, on y passe beaucoup de temps, donc un point clé. Et puis, voilà, auditeur interne, réussissez, vos enquêtes internes, pardon. Donc voilà pour les formations proposées. Vous avez aussi, sur, comment dirais-je, le site de l'IFACI, sur WorkVivo, la plateforme, donc des replays, hein, des webinaires qui ont pu être réalisés. Donc moi, je vous en conseille 2, notamment, qui sont assez récents, notamment, comment auditer un dispositif antifraude. Donc l'intérêt du replay, c'est que vous pouvez le regarder autant de fois que vous voulez. Ça, c'est la première chose. Et puis, un autre webinaire qui est très intéressant aussi, hein, puisque là, voilà, on touche aussi à des cas réels, hein, des cas pratiques, en quelque sorte. Donc, l'anatomie d'une fraude, décryptage de 4 cas réels de fraude comptable interne. Donc, voilà pour les ressources, plus, donc ensuite, la dernière. Alors, je parlais d'intelligence artificielle. Donc moi, ce que je peux vous conseiller aussi, je l'utilise beaucoup, c'est donc l'IA Gaïa qui a été développée, je dirais, enfin Benoît alors me confirmera ou me rectifiera. Tu peux le dire, tu peux le dire. Je pressens la fin de ta phrase, mais tu peux le Il a dire. développé par l'IFACI, mais également, je crois, si j'ai compris, par l'Australie aussi. Je sais pas si Alors, on travaille en collaboration avec ouais, pardon, nos homologues australiens sur, voilà, sur ce projet, mais sur ce effectivement, projet. on en est à l'initiative. Ouais. Et donc Gaïa que vous pouvez, si vous êtes adhérent de l'IFACI, utiliser sans aucune difficulté, qui est très intéressante. Alors Gaïa est très intéressante, pourquoi? Parce que c'est vrai que les IA fleurissent, hein, aujourd'hui, j'aurais tendance à dire. Elle est très intéressante parce que premièrement, il y a pas de problème de confidentialité. Donc ça, c'est quand même, un point clé parce que c'est souvent la première question qu'on se pose. Pas de problème de confidentialité. Et ensuite, la source de Gaïa, eh bien, elle est uniquement basée, si je puis dire, ce qui est déjà beaucoup, hein, sur tout ce qui relève de l'audit, du management des risques, du contrôle, de la gouvernance. Voilà, encore, je vous cite les points clés. C'est pas une outil qui est totalement ouverte sur Internet. Ce qui pourrait sembler intéressant, la seule chose, c'est que sur Internet, vous avez du vrai comme vous avez du faux. Là, ce sont quand même des documents officiels, des sources officielles. Et donc, pour terminer, Gaïa est très intéressant parce que vous pouvez l'utiliser, alors notamment à trois titres, alors pas seulement, mais juste pour illustrer mon propos. Vous avez ce qu'on appelle un agent. Alors, vous avez un agent, Lex, qui finalement vous permet de poser toute question sur un plan normatif. Hein, vous posez la question des normes. Quelles sont les obligations normatives, par exemple, à propos du risque de fraude? Moi, je vous en ai donné quelques-unes, mais bon, c'était synthétique. Donc, ça va beaucoup plus loin, bien sûr. Vous avez un deuxième agent très intéressant pour la prise de connaissances, c'est-à-dire Gaïa Writer, qui permet, je dirais, de poser, voilà, vous posez des questions sur la fraude. Imaginons, vous dites, tiens, quels seraient des red flags, par exemple, ou des indicateurs intéressants, hein, imaginons, concernant le processus achat. Gaïa va vous faire des propositions. Donc ça, c'est quand même intéressant pour la prise de connaissance. Et puis, autre agent, Gaïa RCM. En fin de compte, Gaïa vous assiste dans la construction du RCI. Et ça, c'est très, très puissant, parce que, là, en fonction, bien évidemment, de ce que vous lui indiquez, hein, de ce que vous promptez, eh bien, Gaïa va pouvoir vous proposer, alors il faut être assez précis, bien sûr, mais tout en étant, je dirais, neutre pour des questions de confidentialité, mais encore une fois, il n'y a pas de souci de sécurité. Eh bien, en fonction de cela, eh bien, Gaïa va vous proposer les facteurs de risque, et puis Gaïa va vous proposer les objectifs d'audit, et puis Gaïa va vous proposer, les procédures d'audit. Autant dire que vous avez déjà, je dirais, voilà, des éléments fondamentaux pour le programme de travail. Dernier conseil, puis je m'arrêterai là pour mon exposé. Je pense qu'il faut l'utiliser, Gaïa, mais je pense qu'il faut l'utiliser comme support. C'est-à-dire que pour toute mission, et notamment celle-ci, je pense qu'il est important que nous, préalablement
on ne change pas nos habitudes en quelque sorte, ce qu'on faisait déjà auparavant, on prend connaissance, on consulte les documents, voilà, on fait des recherches, voilà. Donc on se fait finalement sa propre opinion et on construit soi-même, je dirais, ce référentiel. Et ensuite, et c'est là que c'est très intéressant, finalement, eh bien, on vient solliciter l'intelligence artificielle. Ça nous permet de compléter, hein, disons-le. C'est vrai qu'il y a une puissance de l'IA que nous n'avons pas forcément ou qu'on n'exploite peut-être pas suffisamment, je ne sais pas. Et puis surtout, ça permet, comme l'on dit, aussi, je dirais, non pas contredire ce que nous dit Gaïa, mais voilà, de dire attention, ce qui est dit parfois ou ce qui est répondu, est-ce que c'est l'IA qui a fait une erreur? C'est souvent nous qui n'avons peut-être pas bien prompté. Donc attention à cela aussi, hein, par rapport à ce sujet. Mais ça n'est qu'un conseil. Merci pour cette parenthèse qui permet de faire le lien entre eh bien, la technologie et les sujets de fond. Je reprendrai deux commentaires, trois commentaires. Un premier de Paul qui nous dit: «Mener des entretiens de fraude, ça doit être intéressant comme formation». Oui, je ne peux que vous dire que c'est une formation intéressante. C'est une formation qui est assez tournée vers les compétences comportementales. Voilà, vous allez vraiment apprendre à développer des compétences comportementales pour des entretiens de fraude. Voilà, à l'inverse des autres formations qui sont des formations un petit peu plus qui portent sur des sujets un petit peu plus techniques, l'initiation au risque de fraude, l'audit, la maîtrise de fraude et les enquêtes internes. Voilà, donc c'est un bon complément également pour vos missions. Yannick nous pose la question de savoir si on a des recommandations sur des petites formations en ligne sur la fraude causée par l'IA. Alors moi, je n'en connais pas sur la fraude causée par l'IA personnellement, mais peut-être que Jean-François, tu as eu l'occasion d'en voir dans ta veille ou autre. Non, enfin, des petites formations en ligne, non, honnêtement, non. Ça reste encore à ce stade sur l'IA, ça reste souvent assez générique. Ouais, Disons-le. Honnêtement, si vraiment, Yannick, ce sujet vous intéresse et ce que je peux comprendre, il faut s'y investir. Moi, je pense que sur l'IA, il n'y a pas d'autre chose. En une petite formation, honnêtement, ça ne vous suffira pas. Alors, ça peut être un point d'entrée, hein, mais ce ne sera pas suffisant. On a également une remarque qui nous est dit sur Gaïa permet aussi de structurer un ordre de mission. Oui, Gaïa, ça vous assiste tout au long de votre, je dirais, du déroulé de votre mission. Comme le dit Jean-François, hein, Gaïa, c'est un assistant. Ça ne fait pas le travail à votre place, mais ça vous apporte un regard complémentaire, un éclairage, un complément tout au long de votre mission. Donc oui, vous pouvez bien entendu vous en servir pour toutes les phases, dans les 3 phases de votre mission. Je vois qu'il est 13h57, donc on est très bien au niveau timing. Merci Jean-François pour ces éclairages sur le pourquoi, le comment et ces compléments. C'était en tout cas très éclairant et très intéressant. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été présents avec nous aujourd'hui et on vous souhaite un très bon après-midi et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.